Il existe au nord de la Sardaigne un monument étrange, datant d'avant l'Antiquité et ressemblant fortement à une petite pyramide à degrés. Cette construction a fait l'objet de plusieurs fouilles et campagnes d'exploration depuis le 19e siècle, attirant sur place spécialistes et scientifiques du monde entier. Mais elle garde jalousement ses secrets, s'immisçant dans le cercle des mystères qui hantent l'archéologie, rendant perplexes des générations d'historiens. Paul et Karine entament alors un nouveau périple aux portes de la science et de l'imaginaire, une aventure extraordinaire à la découverte des énigmes de notre civilisation et de ses origines. Extraordinaire. Cette pyramide est vraiment extraordinaire. Je te l'avais dit, la pyramide, celle-ci, elle est exceptionnelle. Et par contre, implantée comme ça au milieu des champs, et ça reste quand même un mystère. Hein. Et alors ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'ici, on est en présence d'une pyramide à degrés qui ressemble exactement à celle qu'on peut trouver en Égypte ou chez les Incas. Stupéfiant. Quand tu imagines que ces ouvrages qui ont été construits par les bâtisseurs du mégalithisme ont plus de 6000 ans, c'est quand même fou. Hein. Sachant que la pyramide du Monte Accode a été beaucoup plus haute. 35 mètres de haut. Ouais. Et ce qu'il y a de plus exceptionnel, eh ben, c'est que cette pyramide est la seule pyramide à degrés de Sardaigne. Il y a des témoignages anciens qui parlent de l'existence de pyramides de ce type en Europe. Eh oui, notamment pas très loin d'ici, comme par exemple près de Nice, où il y avait une pyramide similaire à celle-ci et qui était encore plus haute, 45 mètres de haut. Voilà encore quelque chose qui grandit le mystère. Eh ouais, tout à fait. Et en même temps, ben, ces monuments sont le témoignage d'une grande civilisation. Elle était importante en Europe. Alors cette pyramide qui se trouvait au nord-est de Nice, eh bien, figure-toi que malheureusement, elle a été démantelée. On la voit sur les anciennes photos du siècle passé et on a utilisé les pierres comme on utilise les pierres de carrière pour faire d'autres monuments. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en a une en Bosnie, près de Sarajevo, c'est une pyramide qui est complètement végétalisée. Tu as les plantes qui sont montées dessus, ça fait une pyramide végétale. Tu en as aussi dans les îles britanniques et aussi en Bretagne, à Berdenèse. Et celle-ci, elle est encore intacte, hein, de même type, et elle date aussi de 6000 ans. Donc encore plus ancienne que les pyramides d'Égypte. Eh oui, c'est bien ça, t'imagines un petit peu. Plus vieille. Et il y en a d'autres aussi. Hein. Il y en a sur l'île de Tenerife. Tu sais, sur l'archipel des Canaries. Alors ces pyramides-là, elles ont été attribuées au peuple Guanche. Et ce peuple avait été massacré par les Espagnols lors de la conquête espagnole en 1402. Et on disait que ce peuple Guanche momifiait leurs morts et construisait ce genre d'édifice pyramidal avec un temple au milieu. Mais tu vois, il existe des mystères que la science moderne n'a pas encore élucidés. Parce qu'ils n'intègrent pas la version officielle. Mais en tous les cas, cette pyramide-là, personne ne peut nier son existence. C'est vrai. Et tu sais que cette pyramide suscite pas mal de controverses. Hein. Elle a été étudiée de très près et il y a des scientifiques et des archéologues qui se contredisent. Hein. Alors, certains disent que cette pyramide aurait servi de sépulture et d'autres prônent la thèse que cette pyramide serait un lieu de culte avec un temple ici même. Tu sais, un peu comme on retrouve en Mésopotamie, ces fameux ziggourats là, ces sortes de collines où tu as plein de gradins comme ici, comme toutes ces marches, et au-dessus, un temple. On serait donc peut-être en présence d'un ziggurat de type mésopotamien. Eh ouais. Ouais, sauf qu'on est en Sardaigne. Ou alors, ça serait des navigateurs qui seraient venus ici coloniser il y a plus de 5000 ans. Ça pourrait être une explication, ça. Navigateurs, ils seraient venus ici, ils connaîtraient la même technique de construction de ces pyramides. Non, je ne crois pas trop. Hein. Moi, je pense plutôt que ces pyramides avaient été bâties à l'époque par une civilisation bien plus évoluée que la nôtre et qui aurait complètement disparu lors d'un cataclysme. Alors, un cataclysme naturel, hein, un déluge par exemple, ou alors un cataclysme humain, un génocide. Exactement.
Et c'est là que je te rejoins complètement, parce que si tu regardes toutes ces histoires, tous ces mythes, mais ils sont clairement racontés dans la Bible. Regarde par exemple la montée des eaux, l'arche de Noé, et puis l'Atlantide, le déluge. Moi, je pense que c'est ça. Tu as tout à fait raison. Tu sais, les scientifiques, c'est une chose. Et moi, c'en est une autre. Je suis un aventurier. Et lors de mes différentes aventures, j'ai côtoyé de nombreuses personnes, des chamans et d'autres. Hein. Et on me parlait toujours de ce grand mystère, le mystère de la porte énergétique. Il faut prendre un bon angle de la pyramide. Et là, tu mesures en mètres, enfin plutôt en yards mégalithiques. Hein. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10, je reviens de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là je suis au centre de la plateforme. Un genou à terre, la main aux 4 points cardinaux, l'autre main droite au plexus solaire. La porte énergétique devrait s'ouvrir. Un peu de concentration. Normalement, Ça marche! Paul! bon. Cosa est? Je ne suis pas quand même descendu dans les profondeurs de la pyramide, non? Oui. Karine! Tu n'es pas au bout de tes surprises, Paul, car la Sardaigne des origines renferme de nombreux mystères, tout aussi surprenants que cette pyramide du Monte Accodi que tu as si soudainement quittée. La paroi rocheuse où tu te trouves maintenant est une des nombreuses nécropoles en hypogée que compte le pays. Une montagne percée d'innombrables tombes appartenant à une civilisation perdue il y a plusieurs milliers d'années. Là encore, les rites et les croyances de cette civilisation perdue nous sont totalement étrangers. Malgré les kilomètres, Karine a fini par retrouver Paul sur sa montagne sacrée. Ensemble, nos deux aventuriers vont pouvoir explorer ce monde souterrain, peuplé de tombes que les sardes d'aujourd'hui appellent les domus de Janas, les maisons des fées. Attention toutefois les amis, les légendes d'ici disent que ceux qui y pénètrent deviennent fous. Magnifique. On dirait les cornes qu'il y a sur les casques des guerriers Shardan. Ouais. On est dans la domus del toro, le tauros. Regarde, 2 cornes à gauche, 3 cornes à droite et 3 cornes au centre. Laisse-moi passer. Moi d'abord. Paul, mais viens là, c'est bon, il n'y a personne. Regarde un peu ça. C'est étonnant. Oh, regarde ça, toi. C'est énorme. Regarde un peu cette tête de taureau. Regarde la taille des cornes. Je n'avais jamais vu comme ça. Elle est immense. Je suppose que ça a à voir avec le culte du taureau qu'on retrouve à Chypre et en Mésopotamie. Il y en avait un petit peu partout en Méditerranée. Des fois, on trouvait des petites statuettes de taureaux, des fois des fresques. Et ici, par contre, une belle sculpture qui fait plus de 5 mètres de long. Et le taureau symbolise, bien entendu, la puissance, la force et la fertilité. Oui,
la fertilité, une fertilité bien masculine, mais qui va souvent de pair avec la fertilité féminine. En fait, ces tombes creusées dans la terre-mère représenteraient peut-être le symbole de la vie. En fait, la terre-mère et le taureau seraient les symboles de la vie pour ces populations anciennes. Ouais, c'est un peu ça. Et puis ces tombes, elles ont été réalisées il y a très longtemps, au 4e millénaire. Parce qu'ici, il y avait une population, une civilisation agro-pastorale qui était bien plantée, établie, diversifiée et aussi sédentaire, par contre très hiérarchisée. Et c'est au 4e millénaire que tu as les premières fabrications de métaux avec de l'or, du cuivre. Ils s'en servent pour l'orfèvrerie, pour faire des parures. Mais on ne connaît pas, en fait, la religion que pratiquaient ces populations. Après, on peut imaginer qu'ils devaient pratiquer le culte agraire, d'où le taureau, parce qu'il dépendait souvent du cycle de la fertilité. Ouais. Oh, ça résonne en tout cas. Mais en tous les cas, on retrouve toujours des traces de taureau dans les religions très anciennes, comme en Égypte, où il est associé au disque solaire et à la lune, alors qu'en Mésopotamie, il est le symbole de la vie et de la fertilité. Et puis, il y a aussi le mythe du Minotaure. Non, le Minotaure, le vrai, le mal, la puissance, celui qui est indompté. Indompté, je te rappelle qu'il a fini égorgé au fond du labyrinthe, le Minotaure. Ah oui, c'est vrai. En tous les cas, je trouve ça vraiment mignon. Regarde, on dirait une petite maisonnette. Avec la cheminée, avec des petites fenêtres des deux côtés. Ouais, c'est vrai, on a gaz. Mais en fait, c'est ce qu'il faisait. Il devait construire un univers familier pour les défunts. Donc, comme si c'était leur maison, avec parfois des décorations. Puisque si tu regardes bien, des fois, tu as des pigments de rouge, un peu de noir. Et c'était tout décoré. Et aussi, on leur mettait des objets quand ils partaient vers l'au-delà pour les accompagner. Alors, pour les femmes, il y avait des broches à cheveux, peut-être même des fourchettes en bronze. Et pour les hommes, bien sûr, des poteries, des outils, voire même des armes. Donc c'était vraiment des populations qui croyaient en la vie après la mort. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est super, hein? Et ça, regarde, c'est un cercle concentrique. Ouais, bon, c'est vrai, je ne l'avais même pas vu. On dirait une spirale. Oh, on dirait, tu sais que ça va t'entraîner. C'est comme un passage entre la vie et la mort, peut-être. En fait, tout simplement, ça symbolise le temps immuable de la vie éternelle. Le temps qui passe. L'infini, la vie éternelle. En tous les cas, je trouve ça vraiment dingue. C'est qu'on a beau changer de millénaires, de civilisation, de culture, on retrouve toujours les mêmes thèmes finalement, et puis toujours surtout les mêmes questionnements. Et ouais. Le mystère de la vie et de la mort, très cher. Ouais. Mystère universel. En fait, tous les hommes, à toutes les périodes, se posent de nombreuses questions à ce sujet. La vie et la mort. Ouais, écoute, on va visiter cette petite domousse. Ah. Coucou. Et ça nous amène où, ça? On va bien ressortir quelque part. On sort par la fenêtre. C'est qu'on a vite fait le tour du propriétaire. C'est nous rate. À peu de distance de cet hypogée se trouvent les restes de sépultures un peu plus récentes, appartenant à la civilisation nuragique des 2e et 1er millénaires avant Jésus-Christ. Il s'agit là de tombes entièrement construites, avec une façade mégalithique sculptée dans une grande dalle de pierre. Les légendes sardes attribuent ces tombeaux à un ancien peuple de géants, car les chambres funéraires atteignent souvent plus de 10 mètres de longueur. Mais il est plus probable qu'il s'agisse de tombes de chefs volontairement ostentatoires. Une chose est sûre, le plan de ces tombeaux dessine au sol une tête de taureau, faisant alors le lien avec les hypogées plus anciens et peut-être leurs croyances. La culture nuragique s'inscrirait ainsi en continuité avec celle des hypogées, à l'époque où se développe dans l'île une civilisation de bâtisseurs et de métallurgistes, sans équivalence à l'ouest de la Méditerranée.
Mais c'est pas possible. Ce sont des bêtises. Paul! Il y a des bêtises! Féminin? J'ai lu plein d'ouvrages à leur sujet, mais alors par contre, j'en avais jamais vu en vrai encore. Waouh! Exactement comme dans les livres. Des pierres dressées, de forme conique. D'un côté, les hommes tous alignés, et puis les femmes de ce côté-là. On les reconnaît bien d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont les tétés? Eh oui, on les reconnaît. Par contre, du côté des hommes, aucun attribut apparent. Ouais. C'est quand même fou ça. Incroyable. Et ces menhirs, ou plutôt ces statues menhirs, parce qu'à partir du moment où il y a des attributs apparents, on peut les appeler des statues menhirs, eh bien, elles demeurent un véritable mystère. Pour certains. Parce que c'est simple. Je t'explique. Tu pars du principe que ces bétiles sont là et sont connectés avec les éléments naturels. Et l'élément naturel le plus important, c'est le soleil. Donc ces bétiles sont trois. Ça correspond au lever du soleil, au zénith et au coucher. Le cycle éternel de la vie. Bien entendu, la naissance, la vie, la mort. Et c'est pour cela qu'on retrouve souvent des bétiles près des tombes des géants. Tu penses à la spirale. Tu aurais quand même pu me le dire tout ça. Te le dire. À chaque fois que je suis devant un ouvrage de bétiles, tu fais « Paul, laissez ça !» Alors, faut savoir, hein. C'est pas faux. Je pense que tu pourrais peut-être me dessiner, tu vois, me faire une petite aquarelle avec Bettila. Et pourquoi pas aussi une sculpture? Ouais. Comme ça, vous serez liés à tout jamais. La civilisation nuragique tient son nom des Nuraghi, des monuments en pierre qui fleurissent en Sardaigne au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ et qui regroupent différentes fortifications allant de la simple tour au fortin militaire. Ces fortifications qui prennent parfois l'allure de véritables châteaux forts, entourés de murailles et dotés d'un pont-levis et de meurtrières, témoignent de l'insécurité grandissante en Méditerranée, au moment où se structurent les premiers royaumes et où le commerce maritime fait naître d'incroyables richesses. C'est une période charnière dans l'histoire de l'humanité, prélude à l'Antiquité. Mais si les civilisations qui émergent du côté oriental, entre la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce antique sont relativement bien connues et étudiées, celle que Paul et Karine découvrent en Sardaigne demeure totalement mystérieuse. Énorme. Quand on voit le travail qui a été accompli ici, on imagine bien que les populations devaient craindre pour leur vie. D'arriver à imbriquer des blocs aussi gros les uns sur les autres et à des hauteurs aussi vertigineuses, et en plus en créant des encorbellements, ça relève vraiment de la prouesse technique. Ouais, mais tu pars du principe où la roue avait déjà été inventée, et bien les bâtisseurs de ces nuraghi se sont servis de poulies, parfois même de grues pour ériger ces tas de pierres. Et puis en plus, durant cette période, au 2e millénaire, en Méditerranée, tu as tout un groupe de pirates bien organisés qui n'hésitent pas à raisonner les navires. Et ils vont même attaquer les territoires et parfois les grandes cités comme celle de Mycène et celle de Troie. Même l'Égypte de Ramsès II et Ramsès III étaient en guerre contre cette bande de pirates. Et on retrouve pas mal d'écrits là-dessus. On dit même que les Phéniciens avaient été obligés de quitter Tyr 900 ans avant Jésus-Christ à la suite d'un très long siège. Ouais. Mais ici, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Mais quand tu vois la taille de ces blocs, tu peux bien penser que la population avait peur pour sa sécurité. C'est veramente stupende. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'écrit spécifique à la Sardaigne, ni même d'ailleurs sur tous ces nuraghi. Mais alors par contre, on parle beaucoup de l'esclavage sur les populations vaincues.
Lorsque les pirates arrivaient dans les villes, eux, ce qu'ils voulaient, c'était piller les richesses. Mais ils voulaient aussi capturer les enfants et les femmes pour en faire des esclaves et pour les vendre. Parce qu'à l'époque, l'esclavage, c'était au niveau économique quelque chose de très très important. Déjà à ces époques aussi lointaines, même du temps des Grecs. Tiens, d'ailleurs, Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, dans son palais, il avait une 50aine de femmes qui étaient toutes considérées comme des sortes de butins de guerre. Era maligno, lui. Ouais. Et il les utilisait un peu comme des domestiques, puisqu'elles étaient affairées aux tâches de la maison. Elles faisaient à manger, elles meulaient le grain, elles faisaient le service. Elles servaient même parfois de concubines aux invités. Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais à l'époque antique, il y a pas mal d'esclaves. Et c'est vrai que les esclaves, on dit qu'ils travaillaient dans les mines, aussi dans la construction, mais il ne faut pas oublier qu'ils s'affairaient à d'autres tâches, comme par exemple à la confection d'objets, à la confection de textiles et aussi des armes. Et j'ai lu dans un ouvrage, à Athènes, l'Attique comptait à peu près 21 000 citoyens, c'était pas important. Parmi eux, il y avait aussi 10 000 étrangers, qu'on appelait les métèques, et surtout, il y avait 400 000 esclaves. T'imagines? Alors, bien sûr, tout le monde possédait des esclaves. Les riches, bien entendu, ils en avaient toute une flopée, voire 40, 50. Ça ira. Mais les pauvres en avaient aussi un ou deux. Dis donc, on a quand même un petit peu évolué depuis ces époques barbares. Bien sûr que l'on a évolué, mais on ne doit pas oublier que la civilisation est née de la barbarie et en a longtemps gardé bien des attitudes. En réalité, notre société actuelle s'inscrit dans une longue filiation dont les multiples ramifications se perdent dans la nuit des temps. Elle émerge d'un passé obscur et ténébreux, empli de mystères et de secrets oubliés. Pas mal ces nouragues, hein. Bien positionnés au centre de la Sardaigne, sachant que tous ces monuments du mégalithisme ont été implantés sur des lieux énergétiques, les montagnes, les sources. Pas mal. Ah! Il y a une bête! Prise! C'est pas une bête. C'est plutôt une belle peau de brebis, ça. C'est terrifiant. Terrifiant, hein? Tu sais, comme on n'est pas très loin du village de Mamouillade, ça doit être un mammouthone qui a oublié sa tunique. Quelle chance! Oh, quelle aubaine. Mais arrête de courir comme ça, tu vas te faire remarquer. Moi, je vais me faire remarquer. Mais dis-moi, ça fait un peu costume de carnaval, ça, hein? Carnaval, un carnaval qui se perdure depuis la nuit des temps. Et pour porter la tenue, le vestito di Mamoutones, il faut être un initié et en connaître les origines. Une origine qui est née il y a des millénaires, où les Mamoutones confectionnaient leur propre tenue, qui prélevaient dans la nature avec la pédesse, la peau de brebis noire, la mastruccanère, la maschera, faite de leccia. C'est quand même très effrayant. Effrayant, tu veux dire musical? Quel boucan. Et c'est une tradition et une coutume qui est perdure à Mamouillade. D'ailleurs, de Mamouillade, tu as le mot maimon, qui veut dire épouvantail. Ah ben oui. Ou alors tu as Mamoukone. Et Mamoukone, c'est la campagne et la montagne. Ou Sosmamos, ça c'est pour moi. Sosmamos, ça veut dire les mystérieux hommes des cavernes qui vivaient jadis dans toutes ces montagnes. Et là, tu vois les Mamoutones dans les bois, en ligne, parallèle, par douzaines. Et ils avancent comme ça. Et de tradition, tu as plein de cérémonies qui se font. Alors, tu as les Mamoutones, et après, tu as l'Intistaodores. Et eux, ils ont les lassos. Et là, on essaye d'attraper une femme. Et puis on la relâche. Et on en attrape une autre. Étrange coutume que celle des Mamoutones, qui semble à la fois référer à la capture des esclaves et aux processions démoniaques des temps barbares. Même le mot mamoutone appartient à une langue inconnue du contexte indo-européen,
renvoyant à une époque reculée et oubliée, celle de la Sardaigne des origines. À l'extrémité sud du golfe d'Oristano se trouvent les ruines de Taros, une des rares cités carthaginoises à ne pas avoir été entièrement rasée par les Romains au temps des guerres pour l'hégémonie sur le commerce méditerranéen. Construite vers 800 avant Jésus-Christ, Taros avait été une ville resplendissante, rivalisant avec les plus belles cités phéniciennes ou grecques de l'époque, d'Athènes à Syracuse. Mais la guerre entre Carthaginois et Romains précipita la chute de cette cité. Conquise en 238 avant Jésus-Christ, Taros devint une localité de piètre importance en Méditerranée, un petit bourg portuaire sur les routes maritimes de l'Empire, entre l'Italie, l'Espagne et la Mauritanie. Délaissée à la chute de l'Empire, Taros fut plusieurs fois pillée par les Vandales, puis les Maures, avant d'être redécouverte au début du XIXe siècle par des archéologues britanniques. Malgré le travail des scientifiques, la cité est aujourd'hui un champ de ruines et il faut posséder un œil assez expert pour en reconnaître les bâtiments et en restituer l'organisation initiale. Cette ville est vraiment très détruite. On a quand même beaucoup de mal à se l'imaginer à l'époque romaine. Et tu vois pas qu'on est dans les thermes, là? Pas tellement, non? Là, tu es sur la banquette. Mhm. Et là, juste à côté de toi, tu as deux plaques de terre cuite qui forment un triangle et c'est l'emplacement pour mettre l'escar. Alors, ils déposaient l'escarpe et ensuite ils devaient venir probablement laver leurs pieds ici. Une fois les pieds lavés, ils rentraient dans les thermes. Alors, le premier bain, il ne fallait pas être frileuse, hein. Une eau glaciale. C'était le frigidarium. Et ensuite, ils passaient à un bain avec une température plus tempérée, qu'on appelait le débidarium, pour finir avec une eau très très chaude, le caldorium. Celui-là, c'est mon préféré. Et recommençait ainsi de suite. Et tous ces thermes-là, ils ont été construits par les Romains, c'est évident. C'était 200 ans après Jésus-Christ, bien après l'époque punique, hein. Mais alors du coup, ce qui est en pierre, c'est punique et ce qui est en brique, c'est romain, c'est ça? C'est un peu ça, regarde là, tu vois ce bloc de pierre, ça c'est du grès, facile à tailler et très résistant. Ben, ce sont les Carthaginois qui les ont construits et les ont bien taillés. Par contre, les Romains, quand ils ont repris la cité, ben, ils ont changé de technique. Hein, ils ont utilisé en fait la terre cuite, des briquettes. Hein. Alors des fois, ils mettaient plein de pierres dedans et pour finir, pour la finition, ils mettaient des briques. C'était beaucoup plus simple. Hein, c'était un chef-d'œuvre architectural, regarde. Bon, il en manque, hein. Et ici, on voit encore les traces. Enfin, par ici, pas vraiment. Hein. Eh mais ça, c'est parce que la cité elle a été détruite, c'est à cause des barbares, des Vandales. Hein. Mais dis, tu me parlais de l'occupation punique, mais j'ai lu que la ville avait été créée par les Phéniciens bien avant. Les Phéniciens, les Carthaginois, hein, c'est pareil. Oui, presque. Bon, en fait, les Phéniciens sont originaires de Phénicie, qui est l'actuel Liban. Et à l'époque, les Phéniciens régnaient en maître sur le commerce en Méditerranée, à l'époque de l'âge du bronze. Et quand cette époque était terminée, en fait, ces civilisations phéniciennes se sont retrouvées en guerre contre des peuples qui venaient de Macédoine, d'Anatolie ou même de Perse. Et c'est dans ce contexte que le roi de Tyr a amené ces gens vers la Méditerranée occidentale et a fondé Carthage au IXe siècle avant Jésus-Christ. Et depuis Carthage, ces Carthaginois ont essemé des cités un petit peu partout en Méditerranée occidentale et ont créé ainsi des cités carthaginoises ou puniques, selon l'appellation qu'on choisit. C'est ce que je disais, les Phéniciens qui deviennent des Carthaginois, pour moi c'est la même chose. Hein. Oui, enfin, presque. Mais
Taros a été fondée par des Phéniciens avant même que Carthage ne règne en maître sur la Méditerranée occidentale. Parce qu'il faut se dire que le modèle antique, c'était en fait le modèle de la cité-État. Tu avais les rois qui créaient des cités et qui dominaient des territoires. Et tous ces Phéniciens et ces Grecs n'étaient pas regroupés comme des unités. C'était en fait un ensemble culturel divisé par des royaumes politiquement indépendants. Et ces royaumes se faisaient très souvent la guerre. Mais pour en revenir à la cité de Taros, cette cité est vraiment très très ancienne. Elle est presque aussi vieille que Carthage elle-même. Ancienne, mais tout ce qu'on peut voir là, c'est vrai qu'il y a des murs carthaginois, des murs romains, mais avant il y avait quand même une implantation ici, hein, parce qu'il y avait un site nouragique, il y avait les primitifs qui vivaient là, de par déjà le point stratégique. En même temps, il y a le golfe d'Oristane, et là il y a les étangs, il y a les poissons, les coquillages, donc ils s'implantent ici en premier lieu, et en même temps il y a des salines, et c'est les salines qui vont attirer les Phéniciens, et par la suite les Romains. Et entre-temps, les Carthaginois de Carthage ont récupéré militairement cette ville et en ont fait une des villes les plus importantes de Méditerranée. D'ailleurs, une des principales rivales de la belle Syracuse. Ah, Syracuse, la ville de Dénis l'Ancien. Et ouais, et une fois qu'ils avaient fini leur détente et leurs ablutions, nos bons Romains allaient au temple voir les dieux. Quoi, on a déjà fini avec les termes ? Bon, on remarque, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, on voit pas grand-chose. Il faut imaginer, c'est meilleur. Et comme ils disent, c'est plus platonique. La petite cité de Taros est une fenêtre, comme une lucarne sur le passé antique de la Sardaigne. Elle offre une image restreinte et un peu floue de cette époque, qui fut pourtant un tournant majeur dans l'histoire de l'île, marquant une rupture totale avec les civilisations natives, qui avaient prospéré pendant des millénaires. Avec les Phéniciens puis les Romains, la Sardaigne bascula tout entière dans la civilisation antique, oubliant en quelques générations ses coutumes, ses rites et jusqu'à ses dieux. Ah. Ben là, ça me plaît beaucoup plus, tu vois, je trouve ça beaucoup plus visuel. Déjà, avec la présence de ces colonnes, on se rend vraiment compte qu'on est dans un temple, pas comme dans les thermes. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas te faire emporter par le vent. Je disais que c'était plus visuel. Ah oui, du moment que tu vois deux colonnes, eh bien, tu sais très bien qu'il y a un temple. Enfin, du moins, tu n'as pas tout vu. Parce que l'autre partie du temple, elle est sous l'eau. Parce que le niveau de la mer a monté. Et là, devant, tu avais l'autre partie de la cité de Taros, les quais, le port, les galères phéniciennes avec les yeux, et là, le temple à 4 colonnes et le fronton. Et ce temple, qui a été construit par les Romains, a été construit sur un temple phénicien dédié au dieu Amon-Baal. Mais il était terrible, ce dieu-là. Mais non, Baal, c'était le dieu de la vie et de la fertilité, tant vénéré par les Phéniciens. Et ce dieu, enfin du moins sa vie, n'était pas de tout repos. Tous les 7 ans, il devait combattre un autre dieu, le dieu Mo, le dieu de la guerre et de la stérilité. Et l'issue du combat pouvait être fatale pour la cité. Parce que si Baal l'emportait, la cité allait connaître une vie prospère pendant 7 ans. A l'inverse, si Baal perdait le combat, eh bien là, la cité de Taros allait connaître le désastre, la famine et la paix du rideau. Je croyais que les Carthaginois pratiquaient des sacrifices humains en l'honneur de ce dieu. Et d'ailleurs, on dit même qu'ils jetaient des enfants dans des espèces d'énormes chaudrons juste pour lui plaire. Ah, ça c'est de la propagande romaine. Et puis, de toute manière, il y a des archéologues et des scientifiques qui n'ont rien trouvé en ce qui concerne que les Phéniciens et les Carthaginois donnaient à leurs enfants en sacrifice et pratiquaient ce genre de rite. Ce sont les Romains, quand ils attaquent Carthage, ben, ils vont détruire complètement la ville, ils vont massacrer plus de la moitié de la population et vont déporter l'autre partie. Et bien sûr, pour justifier de leur attaque et de leurs actes et de leur génocide, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que les Carthaginois jetaient leurs propres enfants dans des brasiers géants. Et d'ailleurs, on dit même qu'ils avaient déversé du sel sur les cultures tout autour de Carthage pour condamner la terre et pour que personne ne puisse jamais revenir cultiver et s'y installer. C'est ce qu'ils ont fait. Et en même temps, après avoir détruit Carthage, ils l'ont complètement abandonné. C'était un désert humain. Et un siècle plus tard, c'est Jules César qui va décider
la reconstruction de la cité de Carthage. Ah, c'était vraiment pas des tendres, ces Romains. Ah, l'époque était très difficile. Mort ou esclave, tu n'avais pas d'autre alternative. Hein. Et puis ils étaient sans pitié pour quiconque osait les défier. Baal, prends garde à toi! Au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, on entre dans des univers mieux maîtrisés, où les formes et les couleurs nous sont familières. L'Antiquité avait eu sa période trouble, ravagée par les guerres et les razzias, et il avait fallu attendre le XIe siècle pour que la papauté revendique son autorité sur les terres délaissées du sud de l'Italie, de l'Espagne et des îles de Méditerranée, envoyant en son nom chevaliers et évêques pour reconquérir le terrain. C'est ce mouvement de Reconquista qui est à l'origine des plus beaux édifices religieux médiévaux, avec notamment dans les îles de Corse et de Sardaigne, les églises dites pisanes, parce que construites sous l'égide de l'archevêque de Pise dans le courant du XIIe siècle. Mais si ces univers nous sont si familiers, ils n'en gardent pas moins une part de mystère liée à l'interprétation des symboles et des messages cachés dans les architectures. Elle est vraiment magnifique, cette église. Mais elle ressemble beaucoup à celle de Murat, quoique beaucoup plus grande. Eh, c'est normal, parce qu'ici tu es en présence d'une basilique, alors qu'à Mourad tu es en présence d'une église piévane. Et c'est vrai qu'elle ressemble grandement. Ici tu as toute une polychromie. Alors là tu as du calcaire, la roche blanche. La noire c'est du basalte, une roche volcanique. Et à Mourad tu as aussi le calcaire, mais tu as cette roche qui est noire, qui tend vers le vert, c'est de la chloritite. Et donc de loin, ces églises se voient à perte de vue. J'adore la polychromie. Et puis là, regarde, ce porche monumental, magnifique, avec ses arcatures, là, ces 3 arcades, avec ses beaux claveaux, blancs et noirs, ses pilastres et aussi ces belles colonnes. Alors, par contre, on ne retrouve pas exactement les mêmes animaux qu'il y a à Murat. Il y a bien le bestiaire d'animaux féroces, qui est magnifiquement réalisé. Par contre, quelque chose de vraiment surprenant, c'est quand même la présence de ces vaches. Alors là, tu touches le point sensible de la basilique de Sarcage. Parce que Sarcage, c'est un mot contracté. Et ça a un lien avec la vache que tu vois au-dessus. Donc, ça, en sarde, c'est 7. Aka, c'est vache, contracté. Et Akars, ça veut dire tacheté, taché. Alors, probablement qu'ici, dans cette grande vallée, il y avait des troupeaux de vaches de plusieurs couleurs. Et ensuite, on édifie cette église et elle porte le nom de Sarcage. Comme quoi, il y a vraiment des explications à tout. Moi, j'aime bien ces gargouilles. Ouais. Elles sont un peu terrifiantes, malgré qu'elles aient de jolies ailes bien dessinées. T'as vu ça? Ouais. Elles ont un sourire terrifiant, grimaçant. Ils ont de belles oreilles. Et ce sont les représentations démoniaques qu'on plaçait à l'extérieur des églises pour repousser le malin. Ouais. Elles ressemblent à des enfants ailés. Ils sont vraiment très bizarres, tes enfants. Et puis ils ont vraiment les oreilles décollées. Moi, j'étais comme ça quand j'étais petit. Hein. Mais tu n'as rien fait. Je viens d'arriver. Ouais. Tu vois, j'avais envie d'écrire quelque chose au sujet de ces bacchini parce que je les trouve vraiment très très jolis. Ou alors faire un dessin. Et tu n'as qu'à faire comme moi. Quoi? Tu imprimes tout dans ta tête. Les dessins. Le bacchino. Tu n'as qu'à mettre que ces bacchini qui sont très beaux ont été dérobés par les Pisans lorsqu'ils faisaient leurs raids sur les côtes maghrébines et ensuite ils les incrustaient sur les façades des basiliques et des églises. En tout cas, ils sont vraiment très jolis. Ils donnent vraiment une petite touche lumineuse au milieu du noir et blanc. C'est beau. Ah oui, hein, du jaune, du rouge, du vert. Et dire que cette église, elle a été construite par des bâtisseurs qui venaient en équipe là et ils construisaient ces édifices un petit peu partout, comme en Corse, hein, c'est la même chose. Hein. Équipe pisane qui venait construire aussi ces clochers. Regarde ça. Et ce campanile est vraiment impressionnant. Il est presque disproportionné par rapport à l'église.
40 mètres de haut. Tu n'as qu'à le dessiner. Eh ben non, tiens. Je vais faire comme toi, je vais le garder en mémoire. Ah, là, tu me plais. Tu sais, on va aller voir ce qu'il y a à dessiner à l'intérieur. Un bon visage de donateur. Et tu as peut-être même permis l'édification de cette basilique. Elle est magnifique cette fresque. Et dire qu'elles ont été dessinées il y a plus de 900 ans, t'imagines? Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est surtout remarquablement bien conservée. Regarde ça. Le Christ tout là-haut, en majesté, avec les anges et les archanges de chaque côté. Ouais. Et puis sur la deuxième ligne, tous les apôtres. Mm. Et si tu remarques bien, il y a une femme parmi eux. Ah ouais, oui. C'est la Vierge Marie. Tu la vois sur le côté? Ouais. C'est la Vierge d'Orante. Parce qu'en latin, orant, ça veut dire prier, en priant. Et tu la vois avec les mains, comme ça sur le devant, avec les paumes ouvertes. Elle prie. Et c'est une représentation iconographique byzantine. Ah. Et en dessous, la dernière fresque du bas, eh bien, tu as la Passion du Christ. Avec sur la gauche l'Ultima Cena, la scène du Christ avec les apôtres bien représentés. Juste à droite, tu as l'arrestation de Jésus-Christ avec le baiser de Judas, juste à côté, tu le vois. Oui. Et au centre, le Christ crucifié sur la croix. Magnifique. Juste sur la droite, tu as la mise au tombeau. Et si tu remarques bien, on retrouve la même Vierge Marie qu'il y a juste au-dessus. Ah oui. Et l'Htès. Et pour finir, sur la dernière fresque de droite, tu as la descente dans les limbes, la porte des enfers. Et tu sais que tous les enfants qui n'avaient pas été baptisés avant la résurrection du Christ, eh bien, n'avaient pas le droit d'aller au paradis. Et grâce à cette action, le Christ va sauver les âmes des enfants, les âmes des justes, pour leur offrir la vie éternelle. Elle est vraiment formidable, cette fresque. Par contre, il y a vraiment beaucoup de détails. Ah, et de belles couleurs. Tiens, fais-le un peu toi. Ben non. Ouais. Je n'ai pas mes crayons de couleur. Le Somic. Imprime. Si ces églises pisanes sont si connues et lisibles, c'est que la Reconquista s'accompagne de la volonté d'imposer sur l'ensemble des territoires un style unique, porteur d'un message clair et déchiffrable par tous. C'est une reconquête à la fois politique et idéologique de ces territoires. La chose est nouvelle car précédemment, les bâtisseurs d'églises pouvaient laisser libre cours à leur imagination et construire des bâtiments de diverses formes avec des plans carrés, rectangulaires, cruciformes ou même sphériques et placer l'abside autant à l'est qu'à l'ouest. Le XIIe siècle signe donc une reprise en main totale de la papauté sur l'Europe, imposant désormais les styles architecturaux ou iconographiques jusque dans les moindres détails. L'unicité de Dieu se retrouve donc à tous les niveaux de l'Église. Consecratum es. Enfin, c'est pas compliqué, n'oublie pas, il n'y a pas de point et pas de virgule.
Mais j'ai toujours un peu de mal avec les débuts. Regarde. Consecratum es, stoc altar, honores Jacobi. Et là, on a des paroles latines qui évoquent la consécration de l'altar de cette chapelle dédiée à des saints comme saint Thomas, saint Jacques, saint Martin ou sainte Cécile. Et si tu peux regarder, là tu vois que ces pierres sont plus récentes que les vieilles pierres qui ornaient la façade de saint Antioche. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qui pourrait lui donner des idées. Faudrait surtout pas qu'il tombe dessus. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Hein? Rien. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mon carnet. Et sous le carnet? Oh, un symbole. Wow. La scarpe du pèlerin, elle est jolie, hein? La sandale de corde, la sandalia. Et dire qu'autrefois, ces symboles ornaient de nombreux édifices religieux. Et avec le temps et l'érosion, ils ont tendance à disparaître. Sauf que là, on est à l'intérieur et on a la scarpe, la sandalia. Oui, c'est assez rare d'en voir. Ouais, ça devait être la sandalie d'un petit homme. Enfin, elle n'est pas à l'échelle, c'est un symbole. N'oublie pas que je suis pèlerin depuis l'âge de 5 ans. Je te vois venir là, Paul. Non, de suite. Non. Et ça me donne envie de partir en pèlerinage. Et pourquoi pas relancer l'économie de la sandale de corde? Paul, non. Dis Paul, je voudrais pas avoir l'impression de me répéter, mais je pensais vraiment pas que tu m'amènerais faire ce pèlerinage. Je me demandais comment on allait faire pour se dégoter une embarcation pour traverser la mer. Bon, on va pas quitter la Sardaigne. Bien sûr. Bah, enfin, on a encore plein d'églises à visiter. Bah, c'est vrai qu'il y en a d'autres très très belles. Mais des églises, il y en a un peu partout. Hein. Et les nourags. Tu m'as dit, viens, on va voir. Le plus gros nourag de toute la Sardaigne, il est magnifique, Baroumini. Bah oui, Baroumini est exceptionnel. Mais il faut laisser les nourags y reposer en paix. Ce sont des monuments d'un autre temps. En attendant, heureusement qu'on n'a pas pris ton costume de ma moutonne. Comme il était heureux quand je lui ai rapporté son vestit. Et là, en même temps, j'ai absous mes péchés. Ah. Bon, on peut pas partir comme ça, on n'a rien à manger, on n'a même pas pris un petit bout de pégourine, rien. Oh, mais pas un petit de fromage. Oh, en même temps, le pèlerin fait le jeûne. C'est son devoir. Et tu sais, la Sardaigne est enracinée dans notre cœur. Et le pèlerinage, c'est une boucle éternelle. Donc on y reviendra sur cette terre de Sardaigne bénie des dieux. Et en même temps, tu as tout noté sur ton carnet. Mon carnet. Je l'avais dans les mains. En attendant que tu cherches ton carnet, tu devrais me prêter ta veste. Tiens. Voilà. Comme ça, si une embarcation de pêcheurs passe dans les parages, il va nous voir de très loin. Et avec cette veste, nous serons lumineux. Lumineux. Parfait. Et n'oublie pas que le pénitent s'habille toujours en blanc. Mais où il est?
Et oui, Paul a raison, Karine. Le pèlerinage est une boucle éternelle et vous reviendrez sûrement sur cette belle terre sarde, bénie des dieux. De toute façon, l'épopée que vous venez de vivre vous a été bien plus profitable que vous ne le pensez, les amis. Elle vous a permis de voir des choses inédites, mais elle vous a surtout grandi. Et c'est cela qui importe dans le voyage, non pas la découverte d'un pays, mais bien celle de soi au contact des autres. Quel que soit ton attachement à ta terre et à ses traditions, Karine, le voyage agrandit ta vision du monde et à la manière d'un pèlerin d'antan, agrandit tout autant ton cœur. Et c'est cela qui est important, bien plus que tes souvenirs ou tes notes sur un cahier.